Doris est née en 1954, rue des Bleuets, la première maternité des Bleuets. Juive, sa famille va connaître la déportation et les camps de la mort. Doris a toujours porté sur son beau visage cette volonté de vivre, ce goût de la vie. Après des études de sage-femme, elle va partir, et dans de nombreuses maternités hospitalières, publiques ou privées, tenter d'approcher ce qu'est la naissance. Elle va retrouver la maternité des Bleuets et y travailler, connaître Pierre Boutin qui dirige cet établissement et le suivre à la maternité des Lilas. Elle partage sa conception de la naissance, de l'accueil de cette femme qui vient mettre au monde son bébé et du bébé lui-même. Doris se réjouissait de passer cette journée avec nous et de nous parler de son beau métier de sage-femme. Elle a manqué ce rendez-vous. Elle est partie sans cri, sans bruit, mais elle n'a pas emporté avec elle ni son sourire, ni sa beauté, ni cette joie de vivre. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui elle est parmi nous et nous la remercions de nous avoir tant appris. La Société d'Histoire fait un travail de collecte et d'archivage de témoignages des professionnels du monde de l'accouchement et de la naissance qui ont participé depuis les années 1970 aux évolutions et bouleversements du monde de l'obstétrique et de la périnatalité. Cette époque historique récente est en effet d'une richesse exemplaire. Depuis les années 1960, nous avons assisté à un transfert de la naissance du monde domestique au monde de l'institution. Parallèlement à cela, nous avons assisté à une augmentation des interventions techniques dans le monde de la naissance. À ce mouvement dominant ont répondu des contre-courants, d'abord marginaux, puis ensuite qui se sont étendus, qui se sont popularisés, à mesure que, d'une part, les professionnels de la petite enfance et de la naissance, et les couples et les femmes se sont appropriés ces évolutions. Donc aujourd'hui, nous allons donner la parole aux sages-femmes qui ont été des actrices majeures de toute cette période. Donc le contexte des années 1970 est un contexte où désormais toutes les femmes, quasiment, à moins vraiment de quelques rares cas, accouchent en institution, que ce soit en hôpital public ou en hôpital privé. Donc mesdames, vous arrivez dans ce contexte, dans le monde de la naissance. Francine Dauphin, dans les années 60. Dans les années 60, je vais commencer les études de sage-femme un peu plus tard, en 63, pour sortir de l'école diplômée en 65. Et sur la région parisienne, et je vais d'emblée entrer en hôpital. D'abord à l'intercommunal de Créteil pendant 3 mois et puis ensuite à l'assistance publique à Port-Royal. À l'époque, les sages-femmes sont contractuelles, c'est-à-dire elles ont le système d'internat et elles vont rester pendant un certain temps, renouvelées tous les ans au bon vouloir d'une sage-femme surveillante chef et d'un patron. Et au bout de 5 ans, elles partent pour d'autres aventures. Bon, entre-temps, il y aura éventuellement la fonctionnalisation qui interviendra, mais ça c'est une autre histoire. Donc je commence une carrière hospitalière en 65 pour la terminer beaucoup plus tard. Je terminerai ma carrière hospitalière en 2003, après 40 ans d'hôpital, et après je m'installe en libéral où je pratique toujours. Très bien. Une impression de ce premier contact avec le monde de la naissance à l'époque de l'entrée à l'école?
À l'époque de l'entrée à l'école, alors il y a surtout l'impression avec les écoles, c'est-à-dire que nous avons quand même une mentalité d'école et on passe son temps à vouloir que nous rentrions dans un moule. Donc on a coutume de dire, enfin j'ai eu coutume de dire qu'on nous appuyait sur la tête pour véritablement qu'elle ne dépasse pas. Et il fallait rentrer véritablement et se plier à tout. Donc pendant ces 3 ans, à l'époque c'était que 3 ans, c'était relativement simple. Enfin pour moi ça a été relativement simple. J'ai passé en dessous des fourches codines. Et puis, une fois que j'ai été diplômée, je suis donc rentrée à l'hôpital, où l'hôpital était alors véritablement une autre structure que celle qui existe maintenant, c'est-à-dire pas avec la présence technique et médicale qu'il y a actuellement, mais sociologiquement, de toute façon, la maternité était quand même différente de celle qu'on appréhende actuellement. Donc, les sages-femmes étaient maîtresses en salle d'accouchement. Il y avait quelqu'un qui nous chapeautait, qui était une sage-femme. Je me souviens qu'à Port-Royal, où la sage-femme surveillante-chef était quand même Garcia, bon, elle avait un nom tonique, et elle était tonique. Et je me souviens très bien du patron qui, à l'époque, était Varango, disant à un interne qui se plaignait de la sage-femme surveillante-chef, qui était vraiment insupportable, « C'est un mal nécessaire. » Donc, nous étions seuls maîtres à bord, aucun médecin de garde, ni anesthésiste, ni rien. Donc les sages-femmes se formaient à tout et faisaient face à toutes les urgences. Dans ces années-là, il y a eu le début à Port-Royal de la néonatologie avec Makowski qui est arrivé et où là l'enfant a commencé à prendre une autre place que celle qu'il existait, qui était la sienne jusqu'à présent. Quelle année ? Je suis rentrée octobre 65, donc c'est dans ces années-là, 65-66. La réanimation du nouveau-né arrive avec la présence du service de néonatologie qui n'était pas encore ce qu'il est devenu après. Mais ça nous a donné un éclairage un peu différent. Bien. Jacqueline, la Villonnière. Alors moi, je suis sortie de l'école de Foch, aussi à Suresnes, donc, puisque c'était la seule, en effet, qui était encore sur la région parisienne. Et j'ai fini à Saint-Antoine, puisque ça s'est transformé, oui, mergé, embarqué l'école à Saint-Antoine à l'époque. Ouais. Donc, moi, j'ai commencé, oui, entre 67 et 68, j'ai fait des remplacements un petit peu partout dans les hôpitaux parisiens. Puis en 68, je suis rentrée dans la fonction publique hospitalière avec un poste à l'hôpital de Saint-Denis, dans la banlieue nord, dont je suis repartie 3 ans après pour une année théoriquement sabbatique à laquelle je n'ai jamais répondu aux injonctions de retour, ce qui a valu que je sois licenciée de la fonction publique hospitalière, avec ainsi la certitude que je n'y remettrai pas les pieds. J'ai donc vu débuter, alors j'ai appris l'obstétrique, la naissance dirigée, avec perfusion d'ocytocine. J'ai vu arriver la péridurale, qu'on utilisait pour des situations un peu pathologiques, les déclenchements. J'ai vu arriver aussi les monitoring, bien sûr, parce que je cherchais le mot. Bref, et je suis partie finalement élever des chèvres à l'autre bout de la France, en Ardèche, ça fait beaucoup sourire. Et arrivée là-bas, j'ai été sollicitée pour des accouchements à domicile. Et j'ai eu l'impression d'arriver... Enfin, le décalage pour moi entre Paris et l'Ardèche en 72 a été à peu près le même que celui que j'ai découvert dans les années 90 entre la France et l'Afrique. Ça m'a fait à peu près le même effet. Dans les hôpitaux de la région du sud, enfin en Ardèche notamment, me paraissait mais à des années-lumière de ce que j'avais appris moi et vu à Paris. Et donc j'ai été sollicitée pour des accouchements à domicile et je n'ai plus jamais arrêté. Et là, c'est véritablement les femmes qui m'ont appris mon métier. Voilà. Et donc une première impression de ton arrivée dans le monde de la naissance en arrivant à l'école? J'étais totalement acquise à toute cette technique dont je buvais tout ce qu'on me racontait sur les effets absolument fantastiques de cette modernisation qui allait éradiquer
toute morbidité et mortalité maternelle et fétale. C'était enthousiasmant pour moi. J'ai très vite déchanté, mais voilà. On va y revenir. Farida, Amani? Oui, alors moi je suis rentrée dans la profession par la petite porte. C'est en qualité d'infirmière que j'ai eu le premier contact à l'hôpital avec la maternité. J'étais infirmière dans un service de gynécologie, pathologie obstétricale. Et mon désir premier ayant toujours été d'être sage-femme, je passais beaucoup de temps à aller voir ce qui se passait en salle d'accouchement. Et je dois dire que j'étais assez terrorisée par ce que je voyais. J'étais surtout par les cris, la violence. Déjà à l'époque, ça m'interpellait beaucoup. La lumière, c'était vraiment grande lumière. J'ai connu cette sage-femme vraiment maîtresse de la salle d'accouchement et puis ayant le respect de tout le monde. Et même nous à l'époque en tant qu'infirmière, en gynécologie, pathologie obstétricale, c'était une époque passionnante puisque c'était toutes les découvertes sur les résus négatifs et aussi toutes les découvertes sur le diabète. On hospitalisait les femmes à 8 mois, on faisait des césariennes, on recevait les femmes dans le coma quand elles rentraient elles mettaient au monde par césarienne des bébés de 6 kilos. C'était une période de recherche absolument passionnante. Et en tant qu'infirmière, on avait toute la confiance de ces messieurs parce que probablement ils n'étaient pas très nombreux et que tout le service reposait vraiment sur l'expertise des infirmières et des sages-femmes. Et on était vraiment maître à bord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a énormément changé ensuite. Tu peux dater ? C'était en 69. Je suis ensuite partie en Afrique où on m'a confié une petite maternité de brousse. Et là, ça a été pour moi la révélation totale de ce que pouvait être la force des femmes, de ce que pouvait être la physiologie de l'accouchement, puisque en 2 ans, j'ai dû accompagner 360 naissances toute seule, sans eau, sans électricité, sans médicaments, sans médecin, et que je n'ai pas perdu un seul enfant ni une seule femme. Donc c'était une leçon extraordinaire d'humilité par rapport à ce que pouvait être la force des femmes et leur puissance à mettre leur bébé au monde. Ce qui fait que quand je suis rentrée en France en 72, je voulais plus être sage-femme en France. J'avais l'impression vraiment qu'on avait perdu ce sens de la naissance, que les femmes avaient perdu leur force, qu'on les avait dépossédées de quelque chose. J'étais toute jeune, j'avais 22 ans, et à ce moment-là déjà j'ai pu mettre le doigt là-dessus. Et c'est grâce à la rencontre avec une sage-femme libérale qui à l'époque travaillait et dans une clinique et à domicile à Marseille et qui passait le film de Le Boyer, que là tout s'est révélé à moi et que j'ai su qu'on pouvait être sage-femme libérale en France. Vraiment, on n'en parlait pas du tout. Qu'on pouvait être autonome, qu'on pouvait suivre des couples, accompagner les maternités, pratiquer les accouchements, suivre. Ça a été pour moi une révélation extraordinaire. Et que ces petits bébés africains qui naissaient les yeux grands ouverts et détendus, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de hurlement, c'est parce qu'il n'y avait pas de lumière, c'est parce qu'il n'y avait pas de manipulation. La nuit, la matrone, elle avait une lampe à pétrole. Et moi, en général, j'écoutais ce que me disait la dame qui accouchait parce qu'elle en savait beaucoup plus que moi sur les accouchements. Et donc, j'ai réalisé que quelque chose vraiment déraillait un petit peu dans nos sociétés occidentales et que j'avais vraiment envie de faire ce métier et de faire ce métier autrement. Donc je suis rentrée à l'école de sage-femme, comme j'étais déjà infirmière diplômée d'État, fort heureusement, je n'y ai passé que 2 ans et ça a été les 2 pires années de ma vie. Je suis pas du tout rentrée dans le moule, mais je me suis tue pour avoir mon diplôme. Ça a été énorme. Et sachant très bien qu'au sortir de ce diplôme, j'ouvrirai mon cabinet et que je m'installerai en libéral directement. Donc je n'ai jamais fait une journée de service en structure hospitalière ou de clinique. J'ai toujours exercé en libéral. Pendant quelques années à Marseille, j'avais accès à un plateau technique. On a eu la première chambre de naissance de Marseille avec les parents. On avait obtenu ça d'une clinique. Et puis ensuite je me suis décidée à ne faire que de l'accompagnement à domicile parce que ça me semblait vraiment profondément déjà répondre aux désirs des parents et je trouvais que c'était important que les parents qui aient envie de ce choix-là aient affaire à des professionnels qui les accompagnent et parce que pour moi c'était vraiment l'épanouissement complet de ma pratique professionnelle. Donc je suis partie un peu plus en campagne pour avoir une vie aussi plus, en ville, l'accouchement à domicile. J'ai une admiration profonde pour les collègues qui font ça parce que je pense que ça doit être un stress extraordinaire.
Et donc, en campagne, ça me semblait plus en accord avec la nature, la vie, etc. Le rythme était différent. Et donc, pendant une trentaine d'années, j'ai accompagné jusqu'à l'année dernière des naissances à domicile avec ce que l'on appelle l'accompagnement global. Et donc, voilà, consultation prénatale, préparation à l'enfantement, accompagnement de l'accouchement et suivi des suites de couches et de l'allaitement. Voilà. Chantal Birman. Donc moi je suis rentrée en 67 à l'école de sage-femme avec dans ma tête la parole de la culture familiale qui était quand on est bonne en tout et excellente en rien, on fait médecine. Donc j'ai commencé par médecine parce que j'étais quand même à cette époque-là, les enfants étaient assez dociles et voilà. Et donc là, ça a duré 2h30 en médecine et j'ai tout de suite compris que la façon de parler des médecins entre eux n'était pas mon milieu et ne le serait jamais. Ils étaient déjà sur 2 alors que ça faisait 2 heures qu'ils étaient en train de prendre des cours. Ils savaient déjà et moi je savais que je ne saurais jamais. Donc là déjà il y avait quelque chose, ça pouvait pas être dans ce lieu-là que je trouve quelque chose. Et en sortant, j'ai vu qu'il y avait inscrit, en sortant donc de Cochin, j'ai vu qu'il y avait inscrit école de sage-femme de Beaudeloc. Et donc je suis rentrée à l'école de sage-femme de Beaudeloc en retard puisque j'avais fait la rentrée universitaire. Il n'y avait pas de stage pour moi et on m'a mis directement aux avortements, aux femmes qui avaient fait des tentatives d'avortement. Et donc, je n'ai pas... Moi, j'ai commencé de rentrer en obstétrique par l'avortement et donc par la mort des femmes. Alors, je n'ai jamais vu de femmes mourir directement, puisque c'était pas à l'Istère, à Beaudeloc, où elles étaient suivies pour infection, qu'elles mouraient en réanimation à Cochin. Donc elles étaient transportées. Donc moi, mon rôle, c'était de compter les frissons, de compter les températures et d'appeler l'interne quand je voyais que la septicémie était franchement engagée. Comme j'avais 17 ans, à l'époque, il y avait quelque chose, j'étais trop petite pour faire ça, du point de vue psychique. Mais je pense que toutes les sages-femmes, quel que soit par le stage par lequel elles commencent, il a été question parmi mes collègues de souffrance. Je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'on nous apprend à souffrir et comme les personnes auxquelles on s'identifie, ce sont les femmes, eh bien cette souffrance des femmes associée à la souffrance qu'on nous apprend tout de suite, il y a quelque chose qui est dans le secret. C'est-à-dire, évidemment que c'est ça qui est normé, qu'il faut savoir faire taire. Et quand tu disais que les têtes ne doivent pas dépasser, eh ben c'est la parole de la souffrance qui ne doit pas être dite. Et c'est ça que j'ai appris tout de suite. C'est-à-dire, et évidemment, dans ma tête de toute petite fille, il y avait pourquoi ? Pourquoi on doit se taire ? Pourquoi cette souffrance-là est dans un écho infini et ne s'arrêtera apparemment jamais ? Et c'est pas ce que je vois aujourd'hui qui me permet de dire, quand je vois comment les guerres se sont transformées à travers les corps des femmes, etc., qui me permet de dire qu'il peut y avoir un espoir que ça s'arrête par rapport à ça. Voilà, donc après, moi, il y avait quelque chose où je savais que j'avais aussi, avec cette souffrance, un véritable bonheur dans la clinique. C'est-à-dire, je savais qu'il y avait 2 portes de sortie, soit accepter une forme de hiérarchie et rentrer comme cadre à l'hôpital, soit rester dans la clinique et être heureuse dans le corps des femmes et les aider à passer les étapes. Et aussi être à l'endroit où il y avait le maximum de femmes, parce que c'est quand même dans les institutions qu'il y a le maximum de femmes qui accouchent. Et donc j'avais besoin d'être avec la majorité des femmes en France et de celles peut-être qui étaient le moins éclairées et qui n'avaient pas les choix un peu, on va dire, privilégiés, qui étaient ceux d'une partie de ce que j'aurais pu faire, qui était l'accouchement à domicile, etc. Et donc je suis allée au Lila, moi, après. Quelle année ton diplôme ? Mon diplôme, c'était 70. Donc, je suis partie au Lila tout de suite après. Et j'ai fait 1 an et demi en province.
pour voir ce que c'était que la province. Et oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit, entre Paris et la province, il y avait une énorme différence, il y avait une hiérarchie, une autre forme de hiérarchie qui était l'aristocratie entre guillemets médicale de province, qui était quelque chose de très particulier. Et voilà, bon, je voulais voir ce que c'était et au fond, ça m'intéressait pas, quoi. Ouais. Donc une carrière au Lilas. Une carrière au Lilas de 40 ans. Et en même temps, sur les 25 dernières années au Lilas, les femmes m'ont demandé elles m'ont installée dans un cabinet. C'est elles qui ont fait mon premier cabinet privé, en me disant il faut absolument que tu aies du temps pour travailler la préparation, parce que c'était une des raisons pour lesquelles j'avais été au Lilas, c'était parce que il y avait l'espoir qu'en parlant aux femmes, en leur apprenant leur corps, en essayant de transmettre des choses directement avec elles, il puisse y avoir quelque chose où elles reprennent elles le pouvoir sur ce qui leur avait été pris. Et donc je me disais, et ça en plus c'est remboursé par la sécurité sociale, tout le monde y a accès, donc je veux participer à ce truc-là. Et donc j'y ai beaucoup participé au Lilas, et ensuite, voyant que mon temps, parce que c'est une institution, était limitée et que j'avais plein d'autres choses à dire pour les aider à faire ça, les femmes m'ont installée en libéral. Et c'est comme ça que j'ai commencé le libéral, parce qu'elles m'ont fait un cabinet. Jeanne Bétuis. C'est moi. Eh bien, moi, je suis entrée à l'école en 76, j'en suis sortie en 79, je suis entrée à Nantes, donc dans l'Ouest. Le Far West, on peut dire, dans une maternité qui n'avait pas, un CHU qui n'avait pas très bonne réputation d'ailleurs. Je suis entrée, j'avais 28 ans. J'ai passé 3 ans dans un tunnel. Je voulais voir la sortie, c'est-à-dire que j'ai vécu ça de façon assez douloureuse, où je m'étais mise sur orbite, comme je disais souvent. J'étais sur orbite, je faisais mes études, et puis bon. J'ai été très marquée quand j'ai fait mes études par la dureté du milieu médical. Vraiment très très marquée, et par la dureté du milieu médical et soignant, et par les sages-femmes. Alors justement, il y avait des anti-modèles. Les sages-femmes que j'ai vues quand j'ai fait mes études, c'était vraiment des anti-modèles pour moi, c'est-à-dire que je trouvais que beaucoup étaient à la limite du sadisme quand même. On les appelait des maîtresses sages-femmes, comme tu dis Francine, elles étaient craintes, elles étaient craintes et respectées des médecins. Elles formaient les médecins. Ça c'est sûr, c'était elles qui formaient les médecins à la clinique. Hein. Toute la clinique, c'était ces sages-femmes-là qui les formaient. Mais elles avaient intégré, je crois qu'elles avaient intégré cette forme de dureté, de cruauté même quelquefois, parce que... Oui. Envers les femmes ? Envers les femmes. Ouais. Envers les femmes et entre elles, entre nous aussi. Hein. Dans le milieu médical est un milieu où on ne se fait pas de cadeaux. Hein. On est volontiers féroce, il faut quand même utiliser les termes. J'ai traversé mes 3 ans. J'ai traversé mes 3 ans et j'en suis sortie pour aller dans une maternité qui avait la réputation. Alors, il n'était pas question pour moi de travailler en libéral, je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'il n'y en avait pas en 79, je crois qu'il n'y avait pratiquement pas d'exercice libéral. Donc je suis partie à la maternité de Saint-Nazaire, qui avait la réputation, c'était l'anti-modèle du CHU. Donc bon, voilà, il fallait aller à la maternité de Saint-Nazaire, puisque c'était l'anti-modèle, où les sages-femmes avaient beaucoup d'autonomie, et où on pouvait aussi, à ce moment-là, aller d'un service à l'autre, c'est-à-dire on choisissait. C'était organisé de telle manière qu'on pouvait travailler en salle d'accouchement. On travaillait dans tous les services, c'est-à-dire aussi bien en grossesse pato que dans les salles d'accouchement, qu'ensuite de couche, qu'au centre d'orthogénie, aux IVG. Donc c'était une équipe. Alors le souvenir moi que j'ai de mon travail à Saint-Nazaire, c'était un travail d'équipe, quoi. C'était vraiment un travail d'équipe. Et quand je parle d'équipe, ce sont les aides-soignantes, les ASH, les internes. Alors je ne sais plus qui disait que les médecins ne prenaient pas leur garde sur place. Donc de toute manière, on était... Alors ça, c'était dans les années 80. Alors vous dites les années... Donc c'est vrai que la province est toujours un peu en retard, ça c'est clair. Et donc les sages-femmes, les médecins, ils habitaient la Baule. Donc la nuit, quand on appelait l'été, il fallait que... c'était plus compliqué que l'hiver. Donc mais on était j'allais dire, entre nous, entre femmes et pour les accouchements. Bon, ensuite, j'ai quitté cette maternité pour prendre un poste d'encadrement à Lorient. Je me suis fait, j'allais dire, séduire. Bon,
Je suis partie à Lorient et puis ensuite je suis revenue sur Nantes à la maison de la naissance où j'ai continué mon poste d'encadrement. Le plan de périnatalité est arrivé, horreur. Alors là, vraiment, ce plan de périnatalité, ça a été les niveaux 1, 2, 3. Moi, ça m'a mis dans des états absolument effrayants, puisque c'était évidemment l'usine, enfin, la concentration annoncée, la concentration des maternités annoncées. Donc là, j'ai démissionné parce que la maison de la naissance se rapprochait donc d'autres maternités, bien sûr. Donc j'ai démissionné pour terminer en école de sage-femme, enseigner aux élèves sage-femme. Moi qui avais juré mes grands dieux que jamais je mettrais les pieds dans une école de sage-femme, j'avais trop souffert. Et donc j'ai terminé à l'école de sage-femme et enseigné en première année. Donc j'ai enseigné les soins infirmiers. Je ne voulais pas mettre les pieds en maternité au CHU. Donc j'ai appris le care, si on peut dire, et au niveau soins infirmiers. Voilà. La douleur est un élément central dans l'histoire de la gestion de l'accouchement. Et cette période que nous étudions, qui est donc toute la période des années 1950 à aujourd'hui, a connu des bouleversements très très importants dans la gestion de cette douleur de l'accouchement. On est passé en effet d'une société doloriste, c'est-à-dire qui justifiait la nécessité pour les femmes d'éprouver et d'exprimer une douleur pendant l'accouchement, à progressivement une société qu'on pourrait de plus en plus appeler antidoloriste, c'est-à-dire qui ne tolère plus ni l'expression mais le ressenti de cette douleur. Donc, dans le domaine de l'accouchement, cette évolution a été absolument impressionnante, avec une première étape qui a été l'étape des années 50 avec l'accouchement sans douleur, puis progressivement une acceptation disons, de la tolérance de ne pas ressentir et exprimer une douleur, jusqu'à arriver à une gestion technique par l'arrivée de l'anesthésie péridurale. Puis, petit à petit, une transition vers une intolérance et un impensable de la douleur pendant l'accouchement. Donc cette douleur, cette progression au niveau de l'époque de la douleur, est-ce que vous pourriez me dire un mot sur la rencontre avec la douleur des femmes pendant l'accouchement? Jeanne? Oui, je veux bien en parler de certains moments partagés non, parce que je ne souffrais pas, c'était pas moi qui souffrais, mais de femmes qui avaient des contractions qui étaient extrêmement, pour elles, extrêmement douloureuses. Moi, j'ai entendu plusieurs fois des femmes me dire « je vais mourir », et le dire en criant, et voir dans leur regard l'effroi, l'épouvante. Et à ce moment-là, j'étais complètement désemparée. On est assez désemparé, sauf être là, quoi, simplement être là. Objectivement, si on peut être objectif, il n'y avait pas de signe particulier, il n'y avait pas de pré-rupture, il n'y avait pas, etc. Mais la douleur était ressentie par ces femmes de façon très, très, très profonde et bon, c'était très très difficile à vivre. Alors on avait des moyens. Le moyen c'était donc Francine, tu parlais que vous jouiez avec les femmes, et nous moi je me souviens de tricoter, d'avoir passé des nuits entières avec des femmes qui se dilataient très lentement parce que la présentation était mal, donc ça s'adaptait mal, et tricoter à côté d'elles, ce qui les rassurait complètement. En général, quand j'étais avec le tricot, elles étaient complètement rassurées. Bon, je me suis fait taper sur les doigts par mes responsables, puisque je passais mon temps à côté d'elle, à tricoter. Donc ce qui était dur aussi à accepter, c'est pendant les études, je me souviens toujours, j'entends toujours une des sages-femmes derrière moi dire on faisait des épisiotomies pratiquement systématiquement, et dire mais coupez donc, attendez. Donc ça, et on savait bien qu'on allait faire mal, quoi. Donc le rapport à la douleur, c'était un rapport quand même assez, très 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 compliqué, quoi.
je l'ai vécu de manière très, très compliquée, si on peut dire. Voilà. Chantal? Oui, il y a plein de choses que je retrouve dans ce que vient de dire Jeanne. Je dirais que quand même la douleur, c'est spécifique à chaque femme. C'est-à-dire si toutes rencontrent ce moment de leur propre mort à l'intérieur de l'accouchement, c'est-à-dire que je crois que l'accouchement, la distance entre ce qui est pensé et ce qui est ressenti, c'est un moment où ces choses-là s'aplatissent, se réduisent. Et il y a un archaïsme dans l'accouchement, il y a une sauvagerie de l'accouchement, il y a une animalité dans l'accouchement. Et quand cette animalité arrive vers 6-7 cm à peu près, c'est que tout va bien. Voilà. Et c'est un moment où effectivement la femme est confrontée à sa propre mort, c'est-à-dire qu'elle va mourir à elle-même pour toujours, elle va accepter de passer derrière son enfant pour toujours, et donc changer de génération. Quand on change de génération, on ne fait jamais plus partie de la première génération. On meurt définitivement à la première génération. Toutes les femmes vivent ça. Pour certaines femmes, c'est terrorisant, absolument terrorisant. Et cette mort-là, quand elle arrive en pré-travail ou en début de dilatation, ce qu'on avait à accompagner, dans ce qu'a dit Jeanne, était aussi intolérable pour nous, parce que l'accompagnement qu'on pouvait faire sur le plan humain, quand elles en étaient dans un archaïsme sauvage, comme ça, eh bien, il ne pouvait pas durer des heures et des heures. Et au-delà de 2-3 heures, on était dans quelque chose qui était de l'ordre de la torture, qui était en face de nous. Et donc, nous, on était là en face, à accompagner ça. Et à un moment donné, celui qui est présent quand l'autre est dans la torture, c'est le bourreau. Donc, pour le personnel médical, il y avait, en tous les cas en ce qui me concerne, quelque chose de particulièrement intolérable. Le problème, c'est le pourcentage. C'est-à-dire, je dirais que des femmes qui étaient torturées par leur accouchement et l'accouchement qui embarquait la sexualité, la vie de la femme, son rapport à l'enfant, son rapport à son mec et sa famille, c'était de l'ordre de 10-12% des femmes. Puis des accouchements très durs, il y en avait encore 10-12%. Et puis des accouchements durs, il y en avait encore 10%. Donc on était sur du maximum 30%. Je dis ça pour après quand on parlera de la péridurale. Voilà, donc je crois que j'ai dit à peu près ma position par rapport à la douleur, c'est-à-dire que oui, la douleur des femmes, pour une sage-femme, ça peut être complètement ravageant. J'ai vécu des choses ravageantes dans ce qu'éprouvaient les femmes dans la douleur. Pour moi, pour moi-même. Et est-ce que l'impossibilité d'accompagner... La préparation d'accouchement sans douleur, l'application de l'accouchement sans douleur, c'est quelque chose que tu as connu? Alors, l'accouchement sans douleur dans ces conditions-là, c'était un bonheur, incroyable. Parce que c'était ce que moi j'ai vécu au Lila, ça a été redonner aux femmes la possibilité de retrouver leurs ressources à l'intérieur d'elles-mêmes, leurs ressources personnelles pour faire face à ce passage, je dirais, incompréhensif, c'est-à-dire on n'est plus de l'ordre de justement, pour mettre au monde des humains, il va falloir passer par de l'animalité. Voilà. Et arriver à expliquer ça et le traduire dans l'accouchement, c'est de ça dont il s'agit dans l'accouchement sans douleur. Et d'ailleurs, les protagonistes de l'accouchement sans douleur, puisqu'on parle toujours du professeur Lamaze, mais les techniques d'accouchement sans douleur ont été faites par un couple qui s'appelait Monsieur et Madame Bourrel. Lui était le kiné de la maternité des Bleuets et elle était la première sage-femme de la maternité des Bleuets. Et c'est ensemble qu'ils ont découvert les respirations. Ils ont découvert ces respirations à travers la naissance de leur chien, qui était une chienne, donc, et qui s'appelait Uma. De Humanité, c'est juste pour vous donner le contexte politique de l'époque. Et donc, la chienne s'appelait Uma, et le chien s'appelait Sostène, le chien qui est né. D'où la respiration du petit chien. C'est-à-dire que c'est en regardant accoucher Uma qu'ils ont réfléchi aux respirations autour du diaphragme et la respiration un petit peu accélérée en tirant la langue, comme ils avaient vu faire Uma. Et Sostène a été le chien de mon enfance. Donc je suis très très fière d'être liée à cette histoire par le Kleps. Francine.
Alors, bon, moi, j'étais absolument incapable à l'époque de pouvoir faire une analyse fine et psycho de ce qui se passait. Je voyais les choses, bon, comme je pouvais. Très vite, je suis venue au Lilas pour voir un peu comment ça se passait. J'ai été fascinée. Je me souviens d'une naissance que j'ai vue avec une femme qui était souriante, merveilleuse, comme dans le film du cas du docteur Laurent. C'était très beau. En quelle année on était? Mais écoute, moi j'ai fait mes stages en 65 quand je suis sortie de l'école. Le film du cas du docteur Laurent, il est bien plus antérieur, je ne sais plus exactement, mais au moins 5 ou 6 ans avant. Et où c'était la première fois qu'on voyait une naissance une naissance sur écran. Et donc, bon, j'étais fascinée. J'ai vite déchanté quelque chose parce qu'il y avait quand même, puisqu'on voulait démontrer l'efficacité du système, il y avait un système de notation des femmes. Et ça, j'ai jamais pu rentrer dedans, vraiment. Et ça a donné lieu d'ailleurs dans les années 80 à toute cette littérature qu'on a connue des battleurs du Maljoli, de la Guenon qui pleure, etc., qui était vraiment un cri de révolte contre le fait qu'on puisse leur dire si vous n'avez pas réussi, c'est parce que vous n'avez pas bien appliqué ce qu'on vous a enseigné. Mais toute médaille a toujours deux faces, donc pour moi l'accouchement sans douleur, ça a été quand même la première révolution qui remettait les femmes debout, en connaissance de ce qui se passait en elles et où elles n'étaient plus complètement impuissantes. Alors il y avait la liberté de position déjà, même si ça n'était pas théorisé. Et puis il y avait le fait qu'on pouvait être près des femmes, et ça c'est quand même bon. En étant étudiante, sage-femme, on avait une seule femme puisque c'était là qu'on apprenait, et à l'époque on n'avait pas de monitoring, donc sur les diagrammes qu'on enregistrait pour les accouchements, on enregistrait chaque contraction. Et chaque contraction, on les sentait venir, puisqu'on avait la main sur le ventre, on savait quand elle commençait, on savait quand elle se terminait. Et on faisait des dessins comme ça. Mais on était surtout auprès des femmes. Et ça m'a donné tout à fait cette notion que ce qui était peut-être très essentiel, c'était quand même cette présence humaine, qui faisait qu'à un moment, on massait le dos, les femmes, elles nous prenaient la main, et puis on tricotait, puis on discutait, puis on jouait aux cartes. On était là, en tant qu'humains, pour laisser s'exprimer tout ça. Donc c'est un peu mélangé, mais... Dans ces institutions, donc c'était, on est bien d'accord, la sage-femme. Ah oui. L'obstétricien n'était pas présent. Mais ils n'étaient pas là. On les appelait que quand on avait vraiment besoin d'eux, quand ils voulaient bien se déranger. Jacqueline. Alors moi, le souvenir de la douleur, il est associé à la pathologie finalement de la grossesse, de l'accouchement. Dans une grosse maternité, puisque je travaillais dans le nord de Paris, à Saint-Denis, j'avais une coloration de population extrêmement diverse et variée. Il y avait les intellectuels d'ailleurs venant de l'ambassade de l'URSS souvent, parce que la municipalité communiste, enfin il y avait un espèce de regroupement à cet endroit-là. Et c'est vrai que voilà, ce qui me frappait, c'est qu'en effet, la douleur était manifestement associée à la peur. Et puis aux accouchements dystociques. Parce que quand un travail n'avançait pas, je pense à ces phases que j'ai appris à reconnaître différemment maintenant, notamment le pré-travail, enfin toutes ces phases, quand elles sont devenues pathologiques, qu'elles durent des jours et des nuits, avec des femmes totalement épuisées, c'est encore actuel aujourd'hui, c'est tout à coup la douleur qui prend le pas sur tout le reste et qui finalement empêche la poursuite même de l'accouchement. Et j'ai même vu arriver l'analgésie loco-régionale comme avec un bonheur absolu, parce que c'était la seule réponse qui me paraissait suffisamment efficace pour ces pathologies de l'accouchement finalement. Donc pour moi la douleur elle est vraiment restée associée à de la pathologie, et une pathologie souvent, vraiment très souvent, je ne parle pas de celles qui sont mécaniques, qui nécessitent des interventions, mais elles étaient très souvent liées à un défaut d'accompagnement, enfin à des peurs vraiment essentielles, quoi, des femmes
qui ne supportaient plus les sensations, peur de mourir, peur de tout, quoi, de perdre leur bébé, avec cette idée qui est quand même une transmission orale depuis, on a l'impression, la nuit des temps, hein, le tu accoucheras dans la douleur, et puis comme s'il n'y avait pas d'autre solution que d'avoir mal pour faire bien son travail, parce qu'il y avait ça aussi chez certaines. Plus tu en avais bavé, j'allais dire une grossièreté, plus tu étais fière d'avoir mis au monde un enfant, parce que tu en avais vraiment bien bavé. C'était presque, moi j'associais ça aux heures de gloire de la femme, comme les gars avaient des heures de gloire au service militaire. Donc, c'était toutes ces histoires autour de la douleur, voilà, m'interpellaient. Mais je reste convaincue que cette douleur insupportable, elle était quand même très très fortement liée à des pathologies. Et que là, pour le coup, l'anesthésie péridurale, elle a été un grand bonheur, quoi. Ces femmes qui traînaient pendant des heures et des heures, qu'on essayait de calmer avec les moyens du bord et on n'y arrivait pas, qui finissaient par des césariennes parce que c'était devenu irréductible le blocage, quoi. Et eux, on les bombardait d'ocytocine par-dessus le marché, ce qui devait encore plus coincer au final, parce qu'on augmentait la douleur. Donc, pour moi, la douleur elle est aussi associée à l'utilisation massive et systématique des ocytociques. Donc c'était le cas à Saint-Denis, tout à fait, quand tu travaillais. Maintenant, je voyais aussi arriver des femmes qui venaient du bidonville d'à côté. Elles arrivaient avec les premiers accouchements à domicile que j'ai vus, c'était dans la caravane qui les amenait à la porte de l'hôpital, d'ailleurs. Ou les forains qui arrivaient aussi comme ça. Donc il y avait des femmes qui, paradoxalement, qui venaient de Turquie ou de je ne sais où, de par le monde, qui accouchaient, on avait l'impression, sans avoir éprouvé la moindre difficulté. Je rejoindais un peu ce que disait Farida tout à l'heure. C'était juste, voilà, elles accouchaient. Au point même que de temps en temps on les engueulait parce qu'elles ne nous avaient pas appelés et qu'elles avaient accouché accroupies sur leur oreiller dans leur chambre, alors qu'on n'avait pas eu le temps de les mettre sur une table en attachant les pieds sur les étriers. Et celle-ci, elle ne me donnait pas l'impression d'avoir souffert. Et il y avait toutes les autres qui, moi je le répète, étaient associées à de la pathologie, et la pathologie souvent entretenue par de la terreur. Et vous faisiez quoi ? Et on ne faisait pas grand-chose avant que la péridurale arrive, parce que j'ai vécu un peu les deux. Hein. On ne faisait pas grand-chose, on essayait de les accompagner, mais on leur donnait du Dolozane, on donne du Nubin maintenant, qui les ensuquait complètement. Des fois, on les retrouvait à dilatation complète, c'est parce qu'on avait réussi à débrancher leur mental, donc leur peur. Et puis de temps en temps, on s'embarquait dans vraiment quelque chose qui n'arrivait plus à décrocher de cette terreur, et ça finissait le plus souvent au bloc. Hein. Farida ? Moi, je voudrais faire la différence entre la douleur et l'expression de la douleur. Et voilà, parce que en 69, j'avais été très choquée par cette violence qu'il y avait dans la salle d'accouchement. Et je dirais que les 3/4 du temps, c'est le corps médical qui criait plus que la femme. Mais poussez! Mais je vous ai dit de ne pas pousser! Allez, on se calme! Mais on avait, voilà. Et ça criait beaucoup dans les salles d'accouchement. Ça criait beaucoup, les femmes criaient, mais le corps médical criait, et tout le monde était dans une sorte comme ça là de fête, du cri, de paroxysme, où tout à coup on entendait un bébé crier aussi, et tout ça, ça retombait, voilà. Et je voudrais remercier toute ma vie, je remercierai une femme, c'était à Lille, dans le nord de la France, et on a entendu, venant de la salle d'accouchement, des hurlements, des hurlements, des hurlements. On est sortis de nos services, etc., pour aller voir ce qui se passait. Et au milieu de ces hurlements, tout le monde disait, c'est une Marseillaise qui est en train d'accoucher, c'est normal qu'elle gueule, c'est une Marseillaise. Et au milieu des hurlements, on a entendu cette dame dire, putain, tu me feras jamais autant de mal que ton père m'a fait de bien il y a 9 mois. Et là, j'ai vu que cette femme, elle hurlait, elle était échevelée, elle transpirait, elle gardait complètement le contrôle de la situation. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre aussi, dans la société africaine, où surtout, même une gamine de 14 ans qui accouche, elle a peut-être effectivement cette terreur dans les yeux, etc., mais elle ne dit pas un mot, on n'entend rien. Donc il y a vraiment une donnée culturelle aussi très importante, avec aussi... Il y a la matrone, il y a le savoir de la matrone, il y a tous les rituels, il y a les prières, etc. Il y a les hommes qui sont à l'extérieur de la pièce et qui se soutiennent entre eux et qui soutiennent la femme qui est ailleurs. Hein, donc les hommes participent et la femme sait que les hommes sont là aussi. Donc cette douleur, elle est accompagnée. Moi, ce qui m'a énormément choquée ensuite quand j'ai fait mes études de sage-femme, c'est comment le corps médical aggrave la douleur des femmes.
quand j'ai vu déjà les positions, attacher les femmes, les perfusions, les lavements, vous avez des femmes qui se souviennent que du lavement. L'accouchement, ma foi, mais alors cette brûlure au niveau du rectum qui a duré 3 ou 4 jours après l'accouchement, elles s'en souviendront toute leur vie. Bon. Métergin aux épaules. Quand j'ai vu ça pendant mes études, j'ai compris le message subliminal, pas possible d'être seule avec une femme qui accouche. Métergin aux épaules. Ça veut dire une équipe. Tu vois, et la femme qui hurle, elle est en train de pousser, elle est dans son truc, elle est dans son monde, elle est dans sa bulle, et tout à coup, platch, dans la cuisse, une injection. Mais comment on a pu, comment le corps médical... Alors c'est facile à prédire, vous voyez, c'est horrible un accouchement. Vous ne pouvez pas gérer tout ça, hein, et il faut la péridurale. Moi je pense que la partie était belle quand même. Voilà. Et ça m'a vraiment... et j'ai retrouvé dans la naissance à domicile avec des personnes qui désiraient ça justement parce qu'elles voulaient assumer ce vécu. J'ai retrouvé cette... alors bien sûr des pleurs, des plaintes, comme partout quand même. Mais je vais aller au bout, je vais y arriver. Beaucoup moins de panique et de détresse et de souffrance. Voilà. Hein, j'ai bien aimé ce travail qu'avait fait l'une d'entre nous, accompagner la douleur pour éviter la souffrance. Et ça, je crois que tout est dit là. Pas supprimer la douleur. La douleur, elle dit quelque chose de la femme, elle dit quelque chose du bébé, elle dit quelque chose de l'histoire, elle dit quelque chose du passage, elle dit quelque chose de la confrontation, effectivement, à la mort. Et elle doit s'exprimer, elle doit être reconnue comme telle. La suppression, la pseudo-suppression de cette douleur, ça m'a beaucoup interpellée. Donc, si je vous entends bien, donc, il y a cette donnée de la douleur qui va pouvoir être une expression d'une terreur et entretenue donc par le corps médical. Et ce que j'entends aussi dans l'accouchement sans douleur, dans ce nouveau mouvement, c'est une responsabilisation des femmes et un petit peu d'autonomie donnée aux femmes. Et l'arrivée de la péridurale, qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire ? Il y a une bonne question à poser, c'est la péridurale pour qui ? On y répondra sans doute plus tard. Alors moi, je vais raconter l'expérience qu'on a vécue à la maternité Antoine Béclair, à Clamart. La péridurale arrive, les anesthésistes sont fous de joie. Et puis tout le monde est très content parce qu'enfin on va pouvoir faire quelque chose. Et moi d'emblée, avec l'équipe de sages-femmes, d'accord, c'est sans doute bien, c'est pas nous qui avons les contractions, ce sont les femmes, donc de quel droit va-t-on dire qu'elles n'y ont pas droit ou pas? Donc on décide sur un mois de faire des questionnaires de satisfaction, parce que tous les anesthésistes ne pratiquent pas la péridurale, donc il y a de temps en temps des impossibilités pour les femmes d'avoir la péri. Donc on fait des questionnaires, le même questionnaire de satisfaction ou d'insatisfaction, et on distribue aux femmes qu'elles aient eu une péridurale ou qu'elles n'aient pas eu de péridurale. On arrive donc à un certain nombre, parce qu'on faisait quand même déjà pas mal d'accouchements. On arrive à un certain nombre à peu près équitable, et alors là, on dépouille les questionnaires. Et alors là, les médecins n'y comprennent rien, parce que le taux d'insatisfaction et de satisfaction est le même dans les deux. Elles sont aussi insatisfaites si elles ont une péridurale que celles qui n'en ont pas eu, et inversement. Alors, on n'a pas été beaucoup plus loin, parce que ça dérangeait quand même tout le monde, surtout les médecins. Et bon, depuis on a quand même beaucoup de réponses à ça, et d'où cette question que je pose toujours, la péridurale pour qui? Et il y a plus de 50% des péridurales, beaucoup plus de 50% des péridurales qui est fait uniquement pour l'environnement. L'environnement étant le compagnon qui de temps en temps vraiment se sent tellement impuissant que dès que sa femme a une péridurale, il respire, et surtout l'équipe, parce que ça vous permet de rien entendre en salle, ou presque, et puis de gérer quand même, parce qu'un accouchement ça doit se gérer, et une salle ça doit s'organiser.